Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui t'aide à jongler joyeusement entre toutes tes vies et à créer la vie dont tu rêves vraiment. Ici, tu peux te reconnecter à toi et enfin faire de la place à tes émotions, tes désirs et tes ambitions. Je te partage mes meilleurs outils de coach pour te motiver, te bousculer et te chouchouter, ainsi que des conversations sans filtre avec mes invités pour ouvrir grand le champ des possibles. Je suis Ruth Manou, coach certifiée, et je te le dis, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie. Let's go! Bienvenue dans le tout dernier épisode de 2025. Et terminer l'année avec celui-ci, crois-moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Parce que mon invitée du jour incarne à elle seule tout ce en quoi je crois profondément. Cette idée qu'il n'y a pas de plafond à ce qu'on peut créer de beau et de juste dans une vie, tant qu'on a le courage de s'écouter, de suivre ses intuitions et d'avancer avec un état d'esprit de croissance, même quand c'est inconfortable. Aujourd'hui, je reçois Justine, une de mes clientes chouchou. Nos deux fils étaient dans la même classe à Dublin, alors on s'est côtoyés de loin avant de travailler ensemble. Mais déjà à l'époque, si on m'avait demandé d'illustrer ce que j'appelle une vie riche et pleine à travers une personne de mon entourage, je l'aurais désignée elle sans aucune hésitation. Justine, c'est une énergie calme et sereine, la force tranquille au milieu de sa tribu de 6 personnes, dont un tout petit garçon à l'époque et un chien, qui débarquaient à Dublin pour réaliser leur rêve de vivre à l'étranger en famille. Chez beaucoup de personnes, le cumul de ces transitions aurait suffi à faire vaciller les fondations. Mais Justine, elle, décide que quitte à réaliser les rêves, autant poursuivre le sien de rêve. La nature et la terre l'appellent depuis longtemps, alors peut-être que cette page blanche, dans un nouveau pays, c'est l'occasion idéale pour poser sa robe d'avocate et d'explorer autre chose. Elle se lance dans une reconversion. Et là, ça commence à faire beaucoup. Un postpartum élargi, un changement de pays, de dynamique familiale et financière, un virage professionnel à 180 degrés. La barque commence à vaciller, le besoin de soutien se fait sentir et on commence à travailler ensemble. Dans cet épisode, Justine se livre avec générosité. Elle nous raconte son parcours hors du commun avec ses joies et ses défis, les blocages, les peurs, les doutes, mais aussi les ressources immenses qui étaient déjà en elle et celles qu'elle a développées aussi au fil de l'accompagnement en coaching. Justine, merci infiniment pour ta confiance et pour ton témoignage puissant qui, je le sais, en inspirera plus d'une. Quant à toi qui t'apprête à écouter cet épisode, bonne écoute. Hello Justine, bienvenue dans le podcast. Salut Ruth, merci de ton accueil. Avec plaisir. Donc on se revoit on se revoit plusieurs mois après la fin de ton accompagnement. C'est toujours un plaisir pour moi de revoir les personnes que j'ai accompagnées, de voir comment les choses évoluent pour elles. Et puis ça vous fait une petite capsule aussi de cet accompagnement. Donc c'est un plaisir pour moi de t'avoir ici. Eh ben, ce plaisir est tout à fait partagé. On a eu des petites péripéties avant de se retrouver, mais écoute, ravie qu'on y soit arrivé. Absolument, c'est toujours les joies de la technologie. On s'ennuierait un peu sinon. La technologie, des agendas, tout ça. Mais bon. Voilà, faut pas que ça soit trop simple, exactement. Exactement. Alors, on va parler de ton accompagnement, mais on va aussi et surtout parler de ton parcours que je trouve absolument génial. On va y venir dans quelques instants. Mais déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices et les auditeurs du podcast? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Justine, j'ai 43 ans. J'habite en Irlande et je suis avec mon mari, mes 4 enfants depuis 4 ans à peu près. Et effectivement, je suis avocate de formation et actuellement, je je suis un peu en reconversion professionnelle vers la botanique, l'horticulture, la nature. C'est ça que j'adore dans ton parcours, c'est que quand on le regarde, on se dit: «OK, ces 2 choses n'ont absolument rien à voir» et pourtant, quand on te connaît, on se dit: «Ouais, ça fait totalement sens». Alors raconte-nous déjà ce qui t'a amené à dire, «Je suis avocat, mais là c'est bon, j'arrête et je me reconvertis vers un domaine qui a priori n'a rien à voir». Donc effectivement, c'est pas arrivé du jour au lendemain, ce changement et cette, c'est pas une traversée, mais un peu ce chemin, vers la nature et vers, l'horticulture. C'était quelque chose effectivement qui était, bien ancré en moi depuis longtemps, je pense. Une connexion que j'avais, et que j'ai toujours eue en fait, mais que, je n'avais pas, à laquelle je n'avais pas donné la place probablement, jusqu'à présent, pour toutes sortes de raisons. D'abord, probablement parce que, bon, quand on commence des études, ben, on se dit pas qu'on va enfin, c'est assez rare de se dire, qu'on va aller, faire de l'horticulture. Enfin, il y a des gens qui en font, mais effectivement, moi, c'était pas tout à fait,
dans le cadre, enfin, c'était pas tout à fait quelque chose que j'aurais pu envisager initialement. J'ai fait des études de droit en me disant que peut-être je deviendrai avocate. Mon but était d'accompagner les gens dans des situations de vie qui n'étaient pas forcément toujours faciles pour eux. Pendant très longtemps, je me suis dit, je resterai dans ce milieu du droit. C'est un milieu qui correspond bien à ma personnalité. C'est un milieu qui me plaît. Donc voilà, j'ai fait une carrière. Enfin, je fais une carrière. J'ai commencé dans un très gros cabinet, et puis après, plus tard, quand j'ai eu des enfants, je me suis mise à mon compte. Et puis, quand on a décidé de partir en Irlande, parce qu'on est parti en Irlande de notre plein gré dans un projet de vie familial, on avait décidé d'aller vivre un petit peu à l'étranger avec nos enfants à une période où ils étaient encore assez petits. On s'est dit, voilà, c'est vrai que le métier d'avocat était difficilement transportable, et donc tout ça un peu, on va dire, fermé une boucle. J'avais eu aussi mon petit quatrième qui était arrivé peu de temps avant. Et donc voilà, tout ça, c'est un petit peu arrivé assez naturellement à un espèce de terme, ou en tout cas, je l'ai pris comme tel. J'ai peut-être fait en sorte que ça arrive à ce terme pour voilà, pouvoir ouvrir une autre porte. C'est sûr que ça n'a pas été quelque chose ni de très linéaire, ni de très facile, parce qu'effectivement, c'est un peu comme tu disais, deux champs professionnels qui sont rarement mis côte à côte, qui n'ont pas de lien direct, voilà. Et pour autant, sauter de l'un à l'autre m'a fait beaucoup de bien. C'est fou quand on t'écoute parce qu'on se dit, OK, donc juste pour voir un peu le contexte dans lequel ce changement est intervenu, vous décidez avec ton mari de partir vivre en Irlande. Tu as un petit quatrième pour compléter ta famille. Littéralement, vous faites un déménagement international. Tu es peut-être un peu en postpartum, et au milieu de tout ça, là où beaucoup de gens se seraient dit: «Ouh, bah, c'est pas mal, c'est beaucoup», toi, tu te dis: «Bah, tiens, je vais faire une reconversion, au milieu de tout ça». C'est effectivement ça a bien tangué sur le bateau à ce moment-là, on va dire. C'est vrai que je savais que je ne serais pas avocate toute ma vie. Je m'étais déjà dit, j'ai plein d'envies dans ma vie et j'avais pas envie de m'arrêter à ça. Le métier d'avocat, c'est un peu, c'est assez étrange parce que c'est un peu un espèce de statut qu'on a. On est avocat, donc on porte, enfin même physiquement, on porte une robe quand on va plaider, etc. Donc on porte quelque chose, on porte une image sur son dos, et c'est ça qui a été peut-être plus difficile pour arriver à voilà, faire le pas, parce que c'est même dans la mentalité, dans l'entourage, on a cette espèce d'étiquette qui nous est collée et qui est peut-être un petit peu différente de si par exemple, on est salarié dans une boîte, on travaille dans la communication, etc. Mais là, on a vraiment socialement, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. On se dit, un avocat peut pas changer de vie de cette façon-là, en fait. On est une profession libérale. Voilà, c'est quelque chose j'allais dire, c'est comme si un boulanger faisait quelque chose de totalement différent. Mais on a beaucoup de métiers, je pense, peuvent aussi avoir ce côté-là. Mais c'était ça qui était un petit peu plus difficile pour sauter le pas. Maintenant, pour moi, c'était assez clair, on va dire, quand j'ai décidé de me reconvertir. En tout cas, c'est venu progressivement, mais c'était assez clair que je ne resterais pas dans le milieu du droit. Donc effectivement, c'est vrai que ça, c'est un des freins principaux quand les gens restent coincés dans tu vois, dans des métiers ou dans des vies qui leur correspondent plus. C'est ce côté de, en fait, c'est mon identité. J'ai toujours fait ça, c'est un bon statut, je vais pas aller faire autre chose, donc je reste là-dedans. Et en plus, toi, tu as opéré ce changement-là à un moment de grosses autres transitions. Et du coup, moi, ce qui me rend hyper curieuse à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire, je le fais quand même. Je laisse tomber le statut, je pose la robe, je la mets au fond de mon placard et je fais complètement autre chose. C'est quoi le déclic à ce moment-là? Je pense que c'est un déclic global, c'est-à-dire que en fait, déjà quand tu pars dans un autre pays, tu t'autorises peut-être je vais pas dire à être une autre personne, mais finalement tu laisses l'image que les gens te donnent quelque part avec ta maison, et toi tu pars juste avec ton sac à dos et tu mets ce que tu veux dans ton sac à dos quelque part. Donc peut-être que c'est presque plus facile en fait de faire ça à ce moment-là, parce qu'on peut, je vais pas te dire se réinventer une nouvelle identité, c'est pas changer de voilà, mais quelque part c'est une liberté. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit: «C'est plus difficile presque pour ton entourage proche
de voir cette transition que pour les autres, en fait, parce que tu remues des choses dans ton entourage proche et c'est eux qui sont pas habitués, qui te connaissent tel que tu es, qui sont plus perturbés finalement que quelqu'un que tu rencontrerais dans la rue à l'idée de ce changement. Et toi-même, ça te perturbe quand ils projettent sur toi leurs inquiétudes. Forcément, ils savent pas où est-ce que tu vas atterrir, alors que quelqu'un dans la rue, il se dit super, ça c'est une bonne idée. Je le ferai peut-être. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que ça, c'est comme aller dans la nature, comme aller dehors. On n'est pas dans une maison, on n'a pas des portes, on n'a pas des murs. Et bien voilà, on a un champ des possibles qui est grand ouvert. Et c'est vrai que je l'ai vu comme ça en fait, comme un champ des possibles grand ouvert à un instant où de toute façon professionnellement, j'allais pas importer mon cabinet ici. Enfin, j'aurais pu trouver dans le milieu juridique quelque chose ici. J'avais vraiment psychologiquement fait une croix dessus et j'avais décidé que ça serait voilà une autre période. Après, je pense que ce qui a été ce qui a fait que le chemin a été un petit peu pas chaotique mais finalement voilà où il y a eu quand même un peu de remous, c'est que en fait c'est quand même un grand saut dans le vide. On ne sait pas trop où on va atterrir, on n'a pas vraiment de canne ou de poteau auquel se retenir et on est un petit peu brinque-ballé dans les méandres, go with the flow. Mais parfois on n'a pas vraiment envie d'aller avec le flow, on se demande où va le flow Et à quelle heure il arrive et est-ce qu'il y aura du parking, quoi? Ce serait peut-être mieux de savoir, en fait. Exactement. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est ça qui a été assez chamboulant. Outre le fait qu'effectivement, ça a quand même des implications, ce changement, sur l'équilibre familial, sur voilà le fait que je ne travaille plus, donc financièrement je ne gagne plus ma vie, j'ai plus mon autonomie financière. Enfin voilà, c'était important pour moi. Et je me retrouve aussi dans une vie où forcément, comme on est dans un pays à l'étranger, j'ai 4 enfants. C'est une vie, on l'a partagé, on a partagé en tout cas c'est plus ces difficultés notamment de transport, etc. Et voilà, voilà, moi je me suis retrouvée un petit peu tout d'un coup à être dans une ville merveilleuse, mais parachutée à être maman taxi, maman lunchbox, maman conduite extrascolaire. Et c'est vrai que tout ça que j'adore par ailleurs, en fait, tout d'un coup est arrivé un petit peu comme une énorme vague, en plus du chamboulement de tout changer. Donc des opportunités, plein d'opportunités d'un côté, on va dire une vision avec un champ des possibles extrêmement large et voilà, et arriver à trouver le bon équilibre pour ne pas se faire submerger par la vague, j'allais dire, des tâches et voilà, et rééquilibrer, en tout cas retrouver un bon équilibre au niveau du temps et arriver à s'allouer. Et ça, c'est aussi grâce à toi que vraiment ça m'a repermis de quelque part reprendre la barre de mon bateau. J'adore ce parcours et moi, ce que j'en retiens, au-delà de toutes les belles choses que tu nous as partagées, c'est vraiment cette idée de il y a toujours un trade-off, c'est toujours une équation à résoudre. Tu lâches ton boulot, ta sécurité, tu vas vers ton envie, mais en même temps, tu lâches ton autonomie financière pour quelque temps. Tu veux aller vers plus de présence auprès de tes enfants, moins de temps passé au travail, et en même temps, ça veut aussi dire que t'as moins de temps pour toi, très très paradoxalement. Tout à fait, exactement. Et du coup, comment est-ce que tu as réussi, toi, à composer avec tout ça pour à la fois profiter de cette expatriation voulue, volontaire et ce projet de reconversion? Bon, la première année, voilà, ça c'était un petit peu l'année des découvertes, et puis je me suis assez rapidement dit qu'il faudrait que je trouve une formation pour avancer un petit peu dans mon projet. Donc bon, comme tu le sais, je suis la je suis la pro des décisions impulsives, tout d'un coup sur le moment. Ça peut me prendre à 10 heures du soir ou à 4 heures du matin et tout d'un coup je me dis: «Tiens, il faut que je m'inscrive à cette formation». Et donc voilà, je le fais. Après, je me dis bon, c'est bien, il n'y a pas de marche arrière possible en fait. Ça y est, j'ai fait quelque chose que je m'étais dit depuis longtemps et que voilà, je n'osais pas faire ou je m'autorisais pas à faire. Ben là, je me le suis autorisé et puis ça fait du bien. Donc voilà, donc j'ai mis en place, on va dire, quelques petites choses. D'abord, donc je me suis inscrite au Botanic Gardens à Dublin pour faire une formation horticulture. Et du coup, comme c'était bon, d'une part pas tout à fait à côté de chez moi, avec des horaires parfois un petit peu compliqués, et d'autre part, voilà, je pouvais pas prendre ça à plein temps compte tenu de ma vie de famille, de mes enfants, de mon petit qui n'était pas encore totalement à la crèche, puis voilà, de mon envie aussi de passer un peu de temps avec eux
sachant que il y en a quand même 4 et que et que chacun a besoin du temps pour soi. Et puis moi, j'avais envie d'avoir du temps pour eux aussi. Du coup, voilà, j'ai fait ça à mi-temps. Donc j'ai pris quelques modules. Donc j'ai commencé avec 3 modules en me disant bon ben on verra. Il y en avait je sais plus 10 ou 12 pour faire l'année. Et puis finalement en fait ça m'a énormément plu et je me suis trouvée l'année suivante à en reprendre 3 ou 4. Ça c'est l'année où on a commencé le coaching ensemble. Et cette année, dernière année, du coup, je finis en fait cette année d'horticulture donc que j'ai fait sur 3 ans et je me suis inscrite en parallèle à un cours de landscape architecture donc pour faire voilà du paysagisme, conception de paysage architectural dans un autre centre de formation qui est à côté de chez moi. Donc voilà, j'ai on va dire mis en place petit à petit ces formations en fonction d'une part de mon emploi du temps, d'autre part et de l'emploi du temps de ma famille du coup. Là, dans la perspective effectivement de me dire bon, il faut que je termine une boucle parce que effectivement c'est notre dernière année nous en Irlande, donc voilà, je voulais voilà avoir l'impression d'avoir fermé cette petite parenthèse formation, enfin pas forcément fermée, mais en tout cas avoir l'impression de repartir avec un petit bagage aussi qui me permettra, j'espère, de pouvoir travailler dans le domaine en rentrant en France. Alors 2 choses que je retiens de ce que tu nous partages là. Il y a un truc, je sais que toi tu le vois comme quelque chose d'un peu bizarre, mais moi je trouve que c'est une force, absolument phénoménale et j'espère vraiment que tu la garderas. C'est ce truc de quand j'ai peur, en fait, je bouge. Quand j'ai peur, je ne reste pas paralysée, je prends une petite décision. Enfin, je prends une décision, aussi petite soit-elle, je pose une petite brique et au moins je suis sûre que je reste en mouvement. Et ça, vraiment, je te le redis, c'est une force énorme parce que beaucoup de gens, quand ils ont peur, ils restent paralysés, ils restent dans la suranalyse et ils avancent jamais vraiment. Alors que toi, t'avances et du coup, t'es là, bon, bah maintenant, va falloir composer avec tout ça. Je suis un tout petit peu gênée parce qu'il était 4 heures du matin et là, maintenant que je suis lucide, c'était un peu chelou, mais au moins, t'avances. Ouais, ouais, oui, oui, tout à fait. Enfin, je vais pas dire j'ai jamais regretté, mais je pense que non, j'ai pas regretté en fait ce genre de choses. Peut-être que parfois je me suis dit bon, c'était pas là. Maintenant, je suis un petit peu plus lucide, on va dire. Je sais quand ça va être la bonne chose à faire ou pas la bonne chose à faire. Mais je sais pas toujours, mais voilà, je crois savoir un peu plus. C'est un petit peu ça. C'est il faut que je bouge quoi. C'est survival mode. J'ai peur, donc il faut que j'avance. Il y a le chasseur qui est derrière moi. Je suis le lapin. Il faut passer la seconde. Et mais je trouve ça, enfin vraiment, c'est une excellente technique de survie qui fait que tu restes pas en place à faire la morte ou à te dire bah tiens est-ce que je prends le sentier A ou le sentier B. T'avances et après tu te dis ah ok en fait personne me poursuivait, ça va très bien, je peux prendre mon temps, tout va bien. Donc ça si c'est quelque chose que je peux transmettre aux personnes qui nous écoutent, ce mode-là, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt en mode je me terre dans un coin, j'arrive plus à bouger, essayez de juste un tout petit pas, une toute petite décision, et après ça fait de la donnée quelque part à analyser pour avancer plus sereinement. Mais ça c'est vraiment un truc que j'adore chez toi et j'ai vraiment envie que tu le vois comme une force et un atout en fait, parce que c'est vraiment ça. Alors moi, je t'ai vu au cours de l'accompagnement comme te redresser et te sentir de plus en plus confiante dans ce projet. C'est vrai qu'au début, on sentait l'envie, on sentait la passion, on sentait la certitude que c'était ça. Et en même temps, on sentait le côté ah mais je suis pas sûre de comment ça va vivre ensemble, etc. Et au fur et à mesure des sessions, c'est comme si tu te renforçais et tu t'incarnais un peu plus dans ce projet. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Eh ben, c'est sûr que cet accompagnement, il a vraiment été transformatif pour moi, très clairement. Je me souviens, je crois, quand je t'ai contacté pour le coaching, bon, on se connaissait un petit peu par ailleurs et du coup, je savais pas trop si tu coachais les gens que tu connaissais. Et là encore, je t'ai envoyé ce petit message un peu en mode, je te l'envoie pas. Allez, je te l'envoie. Je regretterais de pas l'avoir fait, donc voilà. Mais là encore, c'était un peu comme la souscription à ces formations. Bref, et je me souviens que je crois que je t'ai dit, j'ai l'impression de me trouver un peu au milieu du gué et j'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide à le traverser en fait, parce que je m'étais effectivement déjà lancée dans cette première formation. J'avais fait une formation en apiculture en France aussi. Voilà, j'avais mis des petites choses en place. Mais j'étais vraiment dans un brouillard vraiment très épais, ou en tout cas je n'avais
pas confiance dans le chemin ou pas totalement confiance, même si j'en avais l'envie. Et c'est vrai que j'écoutais tes podcasts parce qu'une maman de l'école me les avait m'avait dit ah mais tu sais que Ruth fait des podcasts et tout ça, donc j'avais écouté tes podcasts et j'écoutais tes podcasts que je trouvais si clairs, si structurés. J'avais l'impression qu'en fait c'était des mains tendues en fait pour avancer en fait. Et je me suis dit mais en fait elle est si claire Ruth que en fait c'est évident que qu'elle va pouvoir m'aider dans mon brouillard à trouver la lumière quoi, et à essayer d'avancer vers le bon endroit. Et ce qui m'a vraiment, enfin ce que je trouve vraiment incroyable avec toi et avec le coaching, mais particulièrement avec toi, c'est que j'avais l'impression de ne plus être toute seule en fait dans mon accompagnement, dans mon chemin en fait, dans mon quand tu fais ce genre de transformation, enfin de reconversion plus exactement, tu penses que c'est le bon, enfin voilà, tu as l'impression que c'est ça qu'il te faut, que tu as envie de le faire, etc. Mais tu te sens vraiment seule parce qu'en fait, il y a personne qui le fait à ta place. Dans le coaching, en fait, c'est pas que tu le fais à notre place, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand moi-même je n'y croyais pas, toi t'y croyais en fait. Je m'apercevais que quelqu'un croyait en mon projet et pensait que je pouvais le faire. Alors parfois, tu m'y accompagnais, tu m'encourageais, etc. Et parfois, presque tu prenais ma place en fait, sans du tout venir, comment dire, t'imposer du tout, mais en fait, tu me donnais confiance, voilà, c'était dans nos discussions, dans la façon dont je me souviens de cette fois où j'allais parler à un gars parce que qui était un ancien policier en reconversion et on avait parlé de Law and Order et c'était vraiment tellement drôle. Et voilà. Et en fait, tout ça, mais j'ai pu le partager qu'avec toi, en fait, tout ça, parce que je l'ai pas, enfin, voilà, c'est pas quelque chose que je partageais avec des copines ou c'est pas quelque chose que je partageais avec Alex ou voilà, c'est des choses qu'on a partagées toutes les deux, en fait. Et tout ça, en fait, sur ce chemin, bah, c'est comme si, voilà, on était main dans la main et parfois, c'est moi qui tirais et toi, tu étais à côté de moi et tu souriais, tu accompagnais et parfois, c'était un peu toi qui m'encourageais, à avancer. Et ça aussi, c'est vrai que j'ai pas eu l'impression que tu aies fait du tout les choses à ma place et tu ne les as pas faites, mais dans la façon dont tu me coachais, en fait, j'avais l'impression que tu attendais des choses de moi. Tu es mon accountability partner, mais voilà, enfin, c'était chouette en fait c'était trop chouette en fait de savoir qu'il y avait quelqu'un qui attendait quelque chose de moi en fait, que moi-même parfois j'attendais plus de moi. Et donc ça m'a vraiment énormément aidée, sachant que j'avais déjà fait un coaching avant. Quand j'étais avocate, à un moment donné où je me suis mise à mon compte et où j'avais énormément de mal à facturer. Enfin, je t'avais raconté, bon, déjà des problèmes d'argent, mais ça avait pas été comme ça en fait. Ça avait pas été comme ça, même si ça m'avait aidée. C'était pas la même chose, c'était pas la même façon, c'était pas la même époque de ma vie aussi. Bon, voilà, il y avait plein d'autres facteurs qui font que. Mais c'est vrai que ça a été vraiment très fort, je pense, dans ce parcours. Et quand tu dis, je t'ai vu te redresser, je me suis vue aussi me redresser. Et c'est fou, en fait. Enfin, je me souviens de me dire, voilà, des moments, je me disais, waouh, ça m'a tellement porté en fait, ça m'a tellement donné confiance. Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt en fait? Je l'aurais pas fait avant l'Irlande, mais voilà, tous les mois où j'ai peut-être hésité, la première année, voilà, bon. Et encore aujourd'hui en fait, bon, ce coaching est terminé, mais je sais que je reviendrai vers toi en fait. Voilà, amicalement, on garde le lien, mais je sais que voilà, aujourd'hui, j'en suis à un point où voilà, il y a plein de choses que je dois mettre en place moi-même. Ça te tire en fait, ça te tire vers le haut, ça te donne énormément d'énergie. Et ce qui est d'ailleurs assez, je vais pas dire contradictoire quelque part, mais au début, quand tu m'as dit bon, de quoi tu veux parler aujourd'hui, j'étais là, mais en fait, je sais pas moi en fait. Et c'est incroyable comme cette façon de faire en fait, qui vient finalement de la personne qui est coachée. Tu peux guider, par exemple, quand on est totalement perdu. Enfin voilà, il y a des fois où on est vraiment. Ça permet d'avoir quelque chose qui est tellement personnalisé. Et puis tu as cette empathie, cette compréhension aussi probablement des enjeux, bon, des femmes, des jongleuses ou des jongleurs peut-être. Hein, il y a aussi des jongleurs, mais voilà, c'est quelque chose où on se sent vraiment comprise. Et ça a pas de prix en fait. J'adore ce que tu dis parce qu'en fait, alors je pense que là, il faut que je dise un peu comment
parce que je pense que je l'ai jamais vraiment dit, mais comment je perçois les gens que j'accompagne et comme, enfin, ce qui se passe dans une session de coaching. En fait, dans une session de coaching, moi, je suis au niveau 7 et au niveau 6 où je me dis, en fait, je vois la plus haute version de toi-même. Je sais qu'elle est là. Et en fait, quand tu dis, parfois tu prends ma place, c'est pas ça. C'est que la plus haute version de moi se connecte à la plus haute version de toi. Et moi, je la vois tout le temps. J'ai confiance en toi. Je sais qu'elle est là. Je sais qu'il y a plein de petites couches qui font que tu la vois pas, cette version, mais je sais qu'elle est toujours là. Et j'ai une confiance inébranlable en toi, en tes capacités, et c'est vraiment comme ça que j'aborde le coaching. À aucun moment, même dans ma communication, je vais jamais dire si tu travailles pas avec moi, tu peux pas y arriver. C'est pas vrai. Tu vois, c'est absolument pas vrai. C'est juste que le chemin, comme tu dis, est plus agréable. T'as quelqu'un à côté de toi, t'as quelqu'un et c'est jamais à moi que tu rends des comptes. C'est jamais à moi que tu rends compte. C'est à toi, en fait. À cette version la plus élevée de toi-même. Et c'est ça, en fait, qu'on fait dans une session de coaching. On renforce le canal entre toi et toi. Et une fois que tu termines ton accompagnement, normalement, si tout se passe bien, tu es capable d'avoir ces conversations-là avec toi-même et tu es capable de te reconnecter à cette version-là de toi-même, tout le temps. Quand je vous rencontre, j'ai aucun doute sur le fait que vous êtes capable. Quand tu m'as parlé de ton projet, j'en avais des frissons. Je me disais, mais enfin, bah, évidemment, il y a pas de problème. Oui, ça me paraît, je comprends que toi, Justine, tu te lances dans ce projet-là et j'ai aucun doute sur ta capacité à y arriver, en fait. Donc voilà, c'est ça qui se passe pour moi et je suis trop contente que toi, tu le vives comme ça. Mais en fait, c'est ça, ce qui se passe dans une session de coaching, c'est que j'ai pas de parti pris, j'ai pas d'attente sur ce qu'il faut que tu fasses ou fasses pas. J'ai pas de conseils, je te donne pas de conseils, je te dis pas: «Tiens, je pense qu'il faut que tu fasses ceci ou cela». J'ai pas d'idées préconçues sur toi. Je suis un peu à côté de ta vie, je suis pas dedans, j'ai pas d'attente, je suis pas partie prenante et du coup, tu as cette espèce de truc hyper neutre où tu peux, soit explorer les trucs qui te gardent en stress, soit te dire: «Bah, attends, peut-être qu'il y a un autre possible qui existe et j'ai envie d'explorer et je peux l'explorer sans personne qui va me dire: "Mais attends, si tu fais ça, ça veut dire que comment on gère les enfants?" Ou si tu fais ça, ça veut dire que, bah, je peux plus dire que ma fille est avocate. Ou si tu fais ça, ça veut dire qu'il faut que je recalibre, tout en fait, toute ma vie par rapport à toi. C'est ça en fait qui se passe. Du coup, je suis trop contente que toi tu le vives comme ça et je me suis dit qu'en fait, il était temps que j'explique ce qui se passe dans ma tête et dans mon cœur quand je suis face à toi ou face à d'autres personnes que je coach. C'est ça en fait qui se passe. Il y a cette espèce de confiance inébranlable et d'amour inconditionnel aussi. C'est-à-dire que quel que soit si tu viens me voir en me disant: «Bah tiens, c'est vraiment ça, j'aurais jamais pensé être dans un métier où j'aime les gens de façon inconditionnelle, comme faisant partie prenante de mon travail». Mais c'est-à-dire que si tu viens me voir en disant: «Bah tiens, j'ai pas réussi à faire ça», ça va jamais être, «Ah bah en fait tu veux pas» ou ça va jamais être, «Ah bah tu es pas vraiment motivé». Non, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a juste une couche qu'on n'a pas grattée suffisamment, ou il y en a une supplémentaire qui s'est mise et bah, pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Curiosité, quoi. Mmh, exactement. C'est vrai que tu as une grande curiosité parce que enfin une curiosité, très intelligente, c'est-à-dire, de poser la question souvent, c'est l'empathie aussi et je pense c'est ta compétence, et ta connaissance de l'humain, mais, c'est de savoir vraiment poser les questions dans un sens aussi, on comprend assez vite en fait, on arrive à trouver une réponse en fait, en soi, assez vite ou en tout cas, on arrive à se poser la question dans un sens ou dans un autre et ça nous permet d'y travailler en fait. Et ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Voilà, t'as cette finesse là qui fait que, en tout cas moi, j'ai trouvé que ça me challengeait sur un certain nombre de sujets, de points. Ça me permettait d'exprimer des choses que potentiellement j'avais en moi, j'avais peut-être mentalisé, mais j'avais jamais verbalisé et de les voir ensuite noter sur un papier parce que c'est vrai que moi je prenais des notes ou en tout cas on enregistrait les sessions, tu m'enregistrais les sessions et je les réécoutais, ça me permettait moi d'avancer sur ce chemin en fait, d'avoir l'impression que tout ça c'était un travail qui donnait ses fruits en fait. Voilà, mais ça c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui a permis voilà de mettre de voir concrètement sur un papier des choses qui étaient à l'intérieur.
Mais tu vois, ce truc-là que tu dis, pour moi, c'est vraiment au-delà de... C'est très gentil, hein, le retour que tu me fais, mais pour moi, j'apporte 20%. Et toi, t'apportes 80%. Dans ma tête, en tout cas, c'est ça. Et en fait, déjà, le fait d'avoir le courage de sauter le pas et de dire, ah, je sais pas, si ça se trouve, elle coach pas ses proches et je me mets un peu en danger, très relatif, hein, de lui envoyer ce message alors que je vais me prendre un rejet. Alors j'y vais quand même. T'as ça que t'apportes et t'as ce truc aussi de dire, bah, en fait, c'est mon espace et je m'en empare et je m'y incarne à fond, tu vois. Je prends des notes, je réécoute les sessions et je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est ça, en fait, qui fait que ça fonctionne. Pour être tout à fait honnête, c'était pas toujours, hein. Il y a des fois où j'ai raté, là. Voilà, j'ai eu mes failles aussi, voilà, j'ai pas. T'es humaine, t'es pas parfaite, t'as pas, voilà, t'as le jonglage quotidien et t'es pas tenue, tu vois, de bûcher pendant 150 ans chaque session, mais tu vois, t'as l'intention qui est là, t'as tes notes, tu suis le truc et surtout t'es en responsabilité totale. Comment t'es du coup toi aujourd'hui en termes de, là on te sent un peu à la croisée des chemins, tu dis que c'est votre dernière année en Irlande, t'arrives à la dernière année aussi de ta formation en botanique. T'en as commencé une autre, on te sent plus confiante, plus posée, mais peut-être que c'est ce que tu nous dis. Comment tu te sens en vrai dans ce moment de croisée des chemins? Bah, je me sens sereine et je me sens assez excitée, en fait, à l'idée de la suite, à vrai dire. Parce que je pense que maintenant j'ai suffisamment de confiance et j'ai l'impression d'avoir, une base de connaissances qui me permet, en fait, d'aller, trouver mon chemin, un travail, dans ce domaine qui est vraiment le domaine de mon cœur. On va dire que je suis comme un peu un enfant, en fait, qui maintenant, j'allais dire, sait faire du vélo et va pouvoir partir sur la route, quelque part. Évidemment que je sais que le jour où je vais, me retrouver, soit passer un entretien, soit, voilà, ça pourra être, voilà, toujours il y aura peut-être un petit peu d'appréhension, mais je pense que, bon, quand on s'est rencontrés, j'avais pas encore fait vraiment de stage ni travaillé dans le domaine. Maintenant, je l'ai fait, donc j'ai beaucoup plus confiance, en fait, et ça, c'est vrai que c'est, bon, ce qu'on entend beaucoup, hein, dans les parcours de reconversion, et c'est vrai que c'est parfois on se dit: «Oh là là, c'est une arlésienne, ça revient toujours, c'est toujours la même chose», et cetera. Mais c'est vraiment vrai, en fait, qu'aller voir, en fait, dans le domaine, déjà ça désacralise un petit peu, bah, son idée, et de savoir, voilà, quels sont les points essentiels de son nouveau domaine d'activité, et puis ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. Ça permet de prendre confiance énormément aussi dans ses capacités. Moi, typiquement, je travaillais dans une pépinière. C'est vrai que je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses du quotidien dont je n'avais pas forcément, enfin voilà, qui étaient logiques, mais que j'avais pas forcément mis le doigt dessus, en fait. Bon, et quand tu vas tous les matins à 7h30 commencer dans le froid et dans le vent. Mais ça, c'était pas ça. Enfin voilà, c'est pas ça particulièrement le problème. Mais voilà, il y avait des choses qui m'ont permis, en fait, de vraiment de voir la réalité de la situation. Et donc je pense que ça, c'est vraiment un des points vraiment essentiels pour moi. Ça a été de me dire que j'en étais capable, de voir qu'en fait mon parcours n'était pas forcément un parcours si atypique que ça, parce qu'on entend beaucoup des parcours de reconversion, etc. Et on se dit, ah, tout le monde va faire une reconversion maintenant. Et moi-même, d'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, non, mais attends, est-ce que t'as vraiment, vraiment envie de faire cette reconversion, ou est-ce que tu suis tout le monde à la mode? Et effectivement, ça m'a aussi travaillé, en fait, cette question de me dire, alors j'écoutais énormément de podcasts de reconversion aussi à ce moment-là, donc peut-être que j'étais aussi baignée dans un truc, dans une petite bulle où j'avais l'impression que tout le monde le faisait. C'est juste parce que j'écoutais que des gens qui le faisaient. mais, mais, mais c'est vrai que je me suis quand même posé la question de me dire, bon, est-ce que c'est vraiment ton envie profonde? Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a quand même beaucoup des gens aujourd'hui qui s'autorisent à aller vers autre chose. Voilà, des policiers qui deviennent fleuristes, ça existe. Et d'autres, en fait, voilà. Moi, au jardin botanique, je me souviens, j'ai rencontré des photographes, j'ai rencontré des banquiers, beaucoup de banquiers, bizarrement. C'est bizarre, hein. Ouais. Et donc pas mal de gens, en fait, qui, à un moment ou à un autre de leur vie, se sont dit: «Mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire». Et ça m'a aussi donné beaucoup de force, en fait, de me rendre compte que
la seule personne qui se jugeait finalement sur ça, c'était moi en fait. C'était les gens, ils peuvent être curieux, interrogatifs, mais finalement en fait, c'est pas ça qui fait que on doit le faire ou on doit pas le faire en fait. Ça, savoir en fait regarder au fond de soi, c'est ça, je pense, qui était le plus, enfin ce qui m'a le plus guidée en fait. Donc aujourd'hui, oui, je suis plutôt enthousiaste dans les perspectives. Voilà, j'ai un pincement au cœur de quitter l'Irlande, mais j'ai l'impression que c'est comme si en fait ça avait été un petit nuage ou une petite parenthèse qui a fait que ça m'a permis de rebondir dessus et de passer à autre chose en fait. Et comme une transition en fait, un moment de ma vie, voilà, où c'était, enfin c'est vraiment comme ça que je le vois, un passage entre l'espèce de tunnel professionnel où on est dans une espèce de roue de hamster où on avance sans vraiment avancer en fait, on est toujours au même endroit et où voilà, les enfants étaient là, grandissaient, etc. Et puis vraiment un moment où on arrive à se poser et effectivement j'ai eu l'impression de prendre ce temps et 4 ans c'est long, mais en même temps c'est pas si long que ça. Au début, ça semble très très long, mais avec le recul, comme toujours, il faut donner du temps au temps. Et je suis très reconnaissante d'avoir eu ce temps en fait. Je le prends vraiment comme un cadeau de me dire bon, j'ai eu ce temps pour me poser. Je me le suis pas toujours autorisé ce temps. J'ai eu du mal à le trouver aussi parce qu'il a fallu le placer dans le calendrier, les semaines qui s'enchaînaient, etc. Avec le recul aujourd'hui, je me dis c'était vraiment un vrai cadeau de pouvoir prendre ce temps. Et donc maintenant, à la prochaine étape. À la prochaine étape. Magnifique. Si tu pouvais retourner quelques mois en arrière ou quelques années en arrière et te dire des choses qui te feraient, avoir moins peur, passer à l'action plus rapidement, que ce soit sur ton parcours de reconversion, le fait de partir en Irlande, le fait de commencer un accompagnement en coaching, qu'est-ce que tu te dirais? Bah, évidemment qu'avec le recul, je me dirais, il y a aucun doute, il faut y aller, il faut avancer, je m'encouragerais en fait, je m'encouragerais. Et d'ailleurs, je me souviens de quelque chose que tu m'as dit une fois en une session de coaching et qui m'aide énormément, c'est, si tu devais parler à ta fille là maintenant et ta fille c'était toi et tu devais l'encourager, qu'est-ce que tu ferais? Et ça m'a énormément marquée parce que je pense que c'est vrai que si on se parle à soi-même comme on parle à nos enfants quand on veut les encourager dans un projet ou on veut leur dire de croire en eux, sans être maman poule sur couvente, mais je pense que bon, ma fille elle a bientôt 15 ans, donc c'est vrai qu'elle est grande et que je peux lui dire des choses plus construites. Évidemment que je lui dirais vas-y ma chérie, tu peux y arriver, je crois en toi, va vers quelque chose qui te fait plaisir, va vers quelque chose en quoi qui va te rendre heureuse. C'est un peu des poncifs ou voilà, des grandes phrases, mais c'est vraiment vrai en fait. Je pense que on devrait se parler nous-mêmes à nous-mêmes comme on parle à nos enfants. Alors c'est peut-être un peu narcissique, mais c'est comme si c'était une version. C'est pas du tout un mini nous, mais finalement on a tellement d'amour pour eux et on devrait avoir cet amour un petit peu pour nous aussi parfois. Et donc je pense que pour revenir à ta question, effectivement, c'est vraiment de me mettre dans la situation où je me verrais comme étant ma fille et me dire que ça sera peut-être pas sans haut et sans bas, et il y aura des moments où je vais pas y croire, et il y a des moments où je vais avoir envie de revenir en arrière et de me dire en fait j'étais bien confortable dans mon petit cabinet même s'il y avait des inconforts en fait, je savais où j'étais, je savais où j'allais et je me posais pas tant de questions de ça. Mais je déteste cette phrase qui dit ne te pose pas de questions. J'aime pas en fait quand on me dit vas-y ne te pose pas de questions. Non, ça je peux pas. Je me pose trop de questions en fait. Alors parfois trop, hein, c'est sûr, mais c'est vrai que voilà. Et donc je pense qu'il faut souvent se remettre en question. Voilà, se reposer des questions. Pendant longtemps, je pense que je suis restée dans une place où, par la force des choses, la vie a fait que, voilà, j'ai eu mes enfants. Professionnellement, on avait déménagé en France, en province, donc on a changé de vie. Les enfants étaient petits, on était très, très bien posés dans un endroit où voilà, il y avait pas de haut et de bas, enfin de heurts, voilà, tout était assez cosy, fluffy comme ils disent ici. Et c'est vrai que quand on a décidé de partir en Irlande, on aurait pu ne pas décider de partir en Irlande, on aurait pu se dire on reste là, on est bien, les enfants vont continuer à aller à l'école, etc. Mais on s'était toujours dit qu'on aurait un projet enfin pas professionnel, un projet de vie à l'étranger avec les enfants. Et donc voilà, là encore, c'est se bouger en fait, c'est se dire bon, on va faire un grand saut, ça va probablement secouer, mais
Mais ça va aussi être pour le mieux et je regrette pas du tout, en fait, mais pas une seconde, hein. Mais c'est vrai que voilà. Il faut y aller, même si ça va pas être un long fleuve tranquille, mais c'est pas ce qu'on souhaite, en fait. Et c'est ça qui nous fait grandir aussi. C'est aussi ces passages où on s'effondre un peu, finalement. Et je me suis effondrée avec toi et je me suis relevée, voilà. Et je sais que on a beau en avoir conscience, en fait, quand on les vit, on n'a pas envie de les vivre, très clairement. Mais c'est ce qui nous fait grandir et c'est la vie aussi. Mais moi, ce que j'adore dans ton parcours, c'est, enfin, ce qui me marque, c'est le courage, en fait. Parce que à chaque fois, comme tu dis, tu pourrais très très bien rester tu pourrais continuer parce que c'est des vies cool, c'est confortable, tout va bien, ça roule. Et ça, pour le coup, ça te vient pas d'un accompagnement coaching. T'étais déjà comme ça, t'avais déjà un mindset d'aventurière, en fait, de quelqu'un d'hyper courageux. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'avoir dans le podcast, parce que c'est pas tous les jours, en fait, qu'on rencontre des gens avec ce mindset-là. Je sais pas. Je pense que tu ne t'en rends pas compte. Non, pas vraiment, Ouais. non. Voilà. OK. OK. Bah, donc, t'as toute ta place ici et j'avais vraiment envie que les gens entendent cet esprit d'aventurière où tu te dis, bah, allez, on y va. J'ai cette envie-là. C'est peut-être un peu fou. On va déménager, à 4, plus un chien, aller vivre dans un pays anglophone, on est francophone, on va le faire. Et je trouve ça vraiment fou et je suis contente que ce soit, donné à entendre dans le podcast. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Tu nous as partagé plein de choses que tu as retirées de l'accompagnement, plein de façons de te parler, de phrases, etc., que tu as retenues. Et déjà, merci beaucoup pour ça. Mais si tu devais nous parler de l'outil ou du truc que tu gardes avec toi de cet accompagnement, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, je pense que c'est mon rapport au temps. Mon rapport au temps. Effectivement, lors de mon premier coaching, j'avais commencé déjà à faire un peu de journaling. Quand on a commencé cet accompagnement, j'en refaisais un petit peu, j'avais laissé un petit peu tomber. Mais dans mon journaling, je me suis vraiment énormément rendu compte que tout le temps, j'écrivais que je n'avais pas le temps, que si j'avais le temps, enfin le mot temps, c'était quelque chose qui revenait en permanence. Et quand tu le vois écrit sur un carnet, effectivement, ça saute aux yeux là encore. Alors moi, c'est vrai que c'est probablement personnel parce que j'ai une mémoire très visuelle et j'ai besoin d'écrire pour que ça imprime. La voix aussi fonctionne très bien. J'aime beaucoup, enfin c'est important pour moi de poser les choses sur un papier. J'ai l'impression aussi de m'en décharger d'une certaine façon. Donc ça, cet outil de journaling que j'ai du coup avec toi repris. Et je me souviens donc dans ce rapport au temps, on a rediscuté un petit peu d'une part de l'équilibre en fait du temps pour moi versus le temps pour les autres. On a fait un calendrier de ma semaine avec des couleurs et ça m'avait vraiment énormément aidé de visualiser en fait le temps que je m'accordais pour mon cours de yoga, le temps que je m'accordais pour travailler sur mon projet et qui étaient des plages de temps en fait je vais pas dire non négociables mais un petit peu finalement si qui étaient ancrés quelque part sur un papier et auquel j'avais le droit de m'autoriser en fait, qui n'était pas du temps pour rien, qui était du temps pour faire fonctionner en fait cette famille, pour me faire fonctionner bien, ce rapport au temps. Et puis après, en début 2024, on avait travaillé sur un petit peu les projections à 18 mois et ça aussi, ça m'avait énormément aidé, c'est-à-dire voilà de mettre en place un petit peu mois par mois ou trimestre par trimestre. Enfin, c'était voilà. Savoir à quelle période, qu'est-ce que j'allais entreprendre. Et ça m'a énormément aidé parce que c'était pas quelque chose que toute seule. Il y avait quelqu'un en fait qui m'interrogeait, qui me disait bon et donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça m'a vraiment, ça m'a aidé à poser les choses sur un calendrier, d'avoir une vision moyen-termiste, moyen terme en tout cas de là où j'allais. Ça m'a donné, voilà, ça m'a montré le chemin, ça a éclairé le chemin, tout ça mis bout à bout a été sur le rapport au temps a été vraiment vraiment extrêmement utile, tout comme d'avoir un classeur. Je me souviens, on avait discuté. J'avais l'impression en fait que le temps passait et que le travail que je faisais sur ce projet ou le travail qu'on faisait ensemble ou toutes les recherches que je faisais à côté, finalement, je n'en voyais pas physiquement le produit. C'est-à-dire que je prenais des notes ou pas. Je me disais ça, donc ça nourrissait mon cerveau, mais j'avais un peu l'impression en fait d'avoir là encore un brouillard, en tout cas d'avoir plein de choses qui venaient partout, mais quand il s'agit de savoir ce qu'il y avait, c'était très compliqué
de les présenter ou en tout cas de pouvoir les mettre à plat. Et donc on a en discutant, tu m'as dit pourquoi tu prends pas un classeur plutôt en fait, parce que moi avoir un cahier, ça me posait un problème au niveau de d'insérer des choses sur certains titres. Enfin voilà, j'avais besoin d'avoir les idées un peu plus structurées. Finalement, un classeur avec des intercalaires, ça a très bien marché. Je continue d'ailleurs beaucoup à l'utiliser. Donc voilà, ça m'a donné ça m'a énormément donné de matière en fait. J'adore. Donc avoir des outils concrets pour attraper un peu les idées un peu qui volent un peu à gauche à droite dans ton esprit. Avoir un outil concret pour centraliser tout ça. Et j'adore ce que tu dis sur le temps parce que je me souviens que avant qu'on commence à travailler ensemble, on avait justement parlé d'argent et je t'avais dit mais en fait c'est normal que l'argent ça ne parle jamais d'argent. Et le temps, c'est exactement pareil. Le rapport au temps, c'est jamais vraiment le rapport au temps. Sur l'argent, c'est aussi quelque chose que j'ai bien retenu. Tu disais, c'est une énergie en fait. C'est une énergie et en fonction de comment tu la vois, ton rapport en fait change. Et donc là encore, il nous appartient de changer notre perspective et notre vision et d'y travailler, parce que forcément qu'on a des choses qui sont bien ancrées depuis longtemps, une certaine façon, même certaines façons d'en parler, certaines façons de se parler à soi-même, par exemple, et même dans le cahier de journaling, j'avais l'impression que j'écrivais beaucoup de choses, on va dire toutes les choses qui me pesaient ou qui étaient un petit peu lourdes, etc. Et à un moment donné, tu m'as dit, mais célèbre aussi les réussites, mais aussi toutes les choses positives. Et c'est vrai que là aussi, ça a changé aussi le point de vue, c'est-à-dire que mon cahier n'était pas juste une poubelle mentale. Relâcher un petit peu tout ce qui me pesait, qui était que j'arrivais pas à gérer ou qui était il fallait aussi que ça soit quelque chose de positif et une énergie nouvelle aussi. Et là encore, c'est un cheminement, c'est un travail, il faut en être conscient pour pouvoir changer. Et voilà, grâce à tout ça, ça a permis ça m'a permis de changer pas mal de manières de voir les choses. Mais c'est vraiment une histoire d'énergie parce que quand tu dis j'ai pas de temps, il me manque du temps, si j'avais du temps, là t'es vraiment dans une énergie de niveau 1. Genre il y a pas assez et je suis la victime du temps qui passe. Alors que là avec ce que tu décris, c'est vraiment en fait je suis la dirigeante, c'est moi la source du temps. C'est moi qui décide comment j'alloue mon temps, c'est moi qui décide mon temps à court terme, à moyen terme. Et je me souviens que quand on avait fait la projection à 18 mois, et c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à à faire ces choses qui nous aideraient. Tu disais, je sais que c'est un peu bizarre, mais non, c'est pas bizarre, c'est totalement pas bizarre, c'est juste que tu prends de plus en plus la responsabilité et le pouvoir sur ton temps, et c'est ça que ça donne, en fait. T'es plus en stress, t'es plus en survie, tu es en vision stratégique, vision long terme, et t'es totalement dans une posture de dirigeante à ce moment-là. Et c'est tout sauf bizarre, sauf que quand t'es tout seul, ou toute seule face à ton calendrier, tu dis je vais quand même pas regarder à 1 an, 2 ans, c'est totalement bizarre. Parce qu'en fait non, c'est ça l'objectif. Merci beaucoup Justine. Avant de te laisser, je vais te soumettre au questionnaire des jongleuses si tu es d'accord. D'accord. Imagine que tu puisses envoyer un message vocal à un groupe de personnes sur Terre. Qui est-ce que tu choisis et qu'est-ce que tu leur dis ? J'enverrai un message, je pense à des jeunes en fait, à un groupe de jeunes qui peuvent être soit très sûrs de ce qu'ils veulent faire, soit avec beaucoup d'incertitudes. Je leur dirai qu'ils peuvent choisir, faire des choix aujourd'hui qui ne seront pas forcément leurs choix de demain. Faire des choix aujourd'hui et demain faire un autre choix, plus exactement. Qu'il y a peu de choix qui te permettent pas de revenir vraiment en arrière, en fait. Et c'est pas vraiment revenir en arrière, c'est continuer à avancer sur le chemin. Et souvent, je me souviens de ce petit schéma, encore une fois, mémoire visuelle, qui dit ta vie, c'est plein de petites routes, en fait, qui t'amènent à un point, c'est pas une ligne droite, en fait. Et c'est vrai que parfois, t'as l'impression que tu vas te retrouver coincé dans un cul-de-sac ou voilà. Mais finalement, tu vas toujours trouver un chemin qui sera peut-être avec quelques ronces et peut-être moins carrossable que le chemin que tu aurais pu prendre par ailleurs ou que d'autres prennent. Mais pour autant, tout ce que tu auras appris sur ton chemin, soit les éraflures, soit aussi les beautés que tu auras perçues sur ce chemin de traverse, finalement, ça fera qui tu es toi. Et personne n'a le même chemin. Et je pense que ça, c'est quelque chose
que j'essaye de transmettre aussi à mes enfants. Parfois, quand ils me voient, il y a 3 semaines, ils me voyaient, d'une part, je faisais un projet origami pour un cours de leadership que j'avais, enfin bon bref, rien à voir avec la choucroute. Heu À côté, j'avais un cours de mécanisation d'horticulture, donc j'étais en train de faire la vidange d'un moteur et donc j'apprenais à vidanger l'huile d'un moteur, à vidanger le filtre à air d'un moteur, etc. Et à côté, je faisais des modèles vivants d'architecture paysagère, donc je faisais plein d'art plastique, d'art manuel. Et ma fille me dit: «Mais maman, je comprends pas vraiment ce que tu fais. C'est quoi ta formation en fait?» Et je lui dis: «Oui, c'est ça, mais voilà, c'est d'avoir plein de casquettes, plein d'outils et de continuer, surtout, je pense c'est ça finalement le message. Enfin, je suis désolée, c'est un message très long, mais c'est de continuer et ça c'est ma grand-mère qui dit ça et elle a 96 ans et elle a commencé à utiliser l'ordinateur à 85 ans. Enfin voilà, elle fait des albums photos en ligne, elle parle sur Zoom à ses petits-enfants. Enfin voilà, elle est assez incroyable et elle dit toujours, il faut continuer à compléter sa boîte à outils à travers sa vie. Donc elle a appris le piano à 80 ans. Enfin voilà, elle est vraiment assez incroyable et je pense que c'est ça en fait que je trouve chouette, c'est de se remettre en question, mais pas seulement se remettre en question, de changer tout son. C'est pas vraiment se remettre en question, c'est en fait se nourrir en permanence pour garder cette agilité et croire qu'on en est capable en fait, croire qu'on en est capable parce que moi faire la vidange d'un moteur, je pensais pas que j'en étais capable. J'ai déjà conduit une pelleteuse, mais la vidange d'un moteur, j'ai pas fait. Et franchement, voilà, c'est plein de petits apprentissages comme ça. Et je dis ça, mais il y avait des femmes de 70 ans qui faisaient exactement la même chose que moi. Hein. Donc, voilà, moi, je n'ai aucun mérite. Il y a beaucoup de retraités au Botanic Gardens, donc il y a vraiment des gens qui font ça aussi à n'importe quel âge, en fait. Et ça, je trouve que c'est. Alors, quand on est jeune, on n'est pas en train de se projeter à 70 ans, mais voilà, si on garde dans l'état d'esprit de se dire on peut toujours apprendre une nouvelle chose et on peut toujours se réorienter. Le chemin sera pas forcément facile, mais il faut y croire. Et la persévérance là-dedans, je pense que c'est le point le plus fondamental. Voilà, il y a des gens qui disent que les champions olympiques, c'est juste des gens qui ont continué quand qui ont continué à courir, par exemple les coureurs ou il faut des habilités particulières évidemment, mais qui ont persévéré là où certains ont raccroché quoi. Voilà. En tout cas, c'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien, mais en tout cas ça donne, on va dire, un état d'esprit. Ouais, totalement. Mais j'adore et j'aurais tellement aimé entendre ce message quand tu sais, je me revois il y a quelques années, 2-3 ans en arrière quand je choisissais mon école de commerce. C'est pas vrai, c'était pas il y a 2-3 ans en arrière, c'était il T'es y a si beaucoup plus jeune. longtemps que ça. Mais j'avais l'impression que, pareil, quand je choisissais ma prépa, mon école, mes stages, j'avais l'impression que je jouais ma vie. Et en fait, avec le recul, tu te rends compte qu'en fait, non, tu joues pas ta vie, quoi. Tu joues pas ta vie, tu peux rebattre le jeu de cartes quand tu veux, et tu t'enrichis toujours, en fait. Et on n'a pas idée de à quel point on est plastique, élastique et puissant, en fait, et sans limite, en fait. J'adore. Je pense que ta grand-mère sera peut-être une jongleuse à recevoir dans le podcast. Tout J'aime à fait. beaucoup, en tout cas, ce petit ce petit partage de son état d'esprit. Maintenant, imagine que tu peux envoyer un message à la Justine que tu étais il y a quelques années. Quel âge tu as et qu'est-ce que tu te dis? J'irai voir peut-être la Justine en fin d'adolescence, quelque part, pour lui dire que rien n'est définitif, de ne pas s'enfermer dans une case, en fait. Je pense que pendant un petit bout de temps, j'ai suivi un parcours qui m'allait bien parce que j'étais confortable dans ce parcours et j'avais l'impression d'avoir une certaine reconnaissance. J'ai toujours, voilà, je travaillais pour avoir comment dire, cette espèce d'avoir l'impression d'avoir confiance en moi. J'avais l'impression que c'est ce qu'on attendait de moi et je pense que je lui dirais écoute-toi en fait, écoute-toi au plus profond de toi-même. Je regrette pas du tout mon parcours. Je pense que de toute façon, ça m'a apporté énormément de choses d'avoir été 15 ans avocate. Ça a énormément nourri
d'aspects de moi qui avaient besoin d'être nourris, et ça m'a apporté aussi, voilà, dans la confiance que j'ai dans ma capacité, mes capacités de travail, etc. Dans mon rapport aux autres aussi, évidemment, puisque c'est quand même un métier où on est beaucoup au contact d'un juge, d'un client, etc. Donc voilà, donc ce qui n'était pas forcément à l'origine ma personnalité, en tout cas mon caractère, mais c'est de lui dire, écoute-toi au plus profond de toi-même et n'hésite pas, en fait, n'hésite pas à t'écouter. C'est ça qui, que ça soit maintenant ou plus tard, en fait, il y a pas de bon moment, il y a pas un moment particulier, il faut juste s'écouter. Et si à un moment donné on sent quelque chose qui devient plus fort que tout, alors il faut lui ouvrir la porte. Pour finir, est-ce que tu peux nous laisser en héritage ta croyance soutenante la plus puissante? On parle beaucoup de croyances limitantes et j'ai envie, avec ce podcast, de faire une collection de croyances soutenantes pour encourager les personnes qui écoutent à cultiver ça, ces lumières qu'on a en nous. Et donc toi, qu'est-ce que tu nous dirais qui est ta croyance soutenante la plus puissante? En fait, je pense que, enfin, je sais pas si on peut le considérer comme une croyance soutenante, mais je pense que petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est la théorie des petits pas, c'est le fait qu'en fait, enfin, on y revient encore, hein, mais c'est ma croyance soutenante, c'est qu'en fait, peu importe la porte que tu ouvres, en fait, elle sera peut-être petite, elle sera peut-être pas directement liée à là où tu veux aller. Tant que tu continues à ouvrir les portes et à avancer sur le chemin, tu vas y arriver, en fait. L'endroit où tu vas arriver n'est pas forcément la finalité de là où tu dois arriver, quelque part. Enfin, c'est un petit peu complexe ce que je raconte, mais ou brouillon, plus exactement. Mais c'est de se dire qu'en fait, chaque petit pas qu'on fait nous amène vers un endroit. Et c'est pour ça que je suis très adepte des petits pas. C'est que je pense que c'est évidemment d'une part comme ça qu'on bouge, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi qu'on adapte en fait sa trajectoire. Parce que on peut avoir une idée bien précise au bout, finalement, la plupart du temps, elle change en fait. C'est mouvant, et c'est pas seulement mouvant sur la destination, mais sur la forme, sur tout en fait. Entre-temps, en plus, dans ce chemin finalement sur lequel on est, il y a aussi plein de paramètres extérieurs qui viennent et qui modifient en fait notre trajectoire. Et donc, de partir d'un petit point A, un petit A', un petit bis, etc., et de construire en fait, finalement, c'est comme un dessin finalement. On trace à main libre quelque chose en fonction du temps qui passe aussi, et des rencontres, de notre vie, de ce qui arrive aussi autour de nous. C'est presque plus confortable en fait, parce que d'une part on avance, on n'est pas coincé dans la peur de faire un grand saut. Où bon, on peut avoir à faire des grands sauts parfois, mais voilà, donc c'est plus confortable, et en plus c'est plus adapté, en tout cas pour moi. Merci beaucoup, Justine, d'être revenue nous partager ton super mindset et ton parcours génial dans le podcast. Et puis, merci pour ta confiance. C'était un plaisir de t'accompagner. Merci à toi, Ruth. Tu sais que ça a toujours été un grand, grand plaisir de parler avec toi, et j'espère qu'on va continuer à parler longtemps. Absolument. À très bientôt. À bientôt. Si l'histoire de Justine t'a fait écho, si elle a réveillé une question, une envie de changement ou tout simplement le besoin de t'écouter un peu plus, alors cet épisode a déjà rempli sa mission. Et si tu sens que le moment est venu de le faire en étant accompagné, mon calendrier d'appel découverte pour le début d'année est déjà ouvert. Tu peux réserver le tien dès maintenant via le lien dans les notes de l'épisode. Et avant de te quitter, je tiens à te remercier d'avoir été là cette année, épisode après épisode. Merci pour ta confiance, ton écoute et ta présence. Te savoir ici me donne plus que jamais envie de continuer et de revenir gonfler à bloc en 2026. Si le podcast t'a accompagné en 2025, n'hésite pas à le soutenir en laissant un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ça qui lui permet de continuer à vivre, à circuler et à trouver les bonnes personnes au bon moment. Je te souhaite une magnifique fin d'année à ta façon et je te donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, prends soin de toi.